Donc, bonsoir. Comme on vous l'a annoncé, je travaille dans un institut qui se trouve à Jérusalem, qui s'appelle l'Institut Poua, qui a été créé par un Rav qui s'appelle le Rav Menachem Burstein. À l'époque, commençaient à se développer en Israël et dans le monde tous les traitements de fécondation in vitro, tous les traitements de fécondité. Et le Rav Mordechai Eliyahu, qui était à l'époque le grand rabbin d'Israël, avait compris que c'était pas un sujet, un petit sujet, c'était vraiment quelque chose de fondamental, qui se recoupe avec énormément d'autres sujets comme les lois de pureté familiale, tous les problèmes de médecine et halakha, etc. Et donc il a demandé à un de ses élèves, le Rav Menachem Burstein, de créer cet institut. Aujourd'hui, on est 12 rabbanim où on répond à des questions du monde entier sur des problèmes qui sont principalement liés à la gynécologie. Avec les années, les sujets se sont élargis. Les femmes sont tombées enceintes. Après, il y avait des questions pendant la grossesse. Après, il y avait des questions après l'accouchement, contraception, allaitement, etc., etc. Et aujourd'hui, je dirais que tout ce qui est en rapport avec la gynécologie, de l'enfance jusqu'au 3e âge, en passant par toutes les différentes phases de la gynécologie, aujourd'hui, on s'en occupe à l'Institut Poua. Alors, on n'est pas un institut médical, on est un institut de conseil. Je dirais, on a 3 types d'activités principales. C'est répondre aux questions, d'abord de halakha, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, comment est-ce qu'on peut gérer les choses pour que les choses soient compatibles entre la halakha et la médecine. Deuxième chose, c'est de connaître les nouveautés médicales, de connaître les médecins spécialisés dans chaque coupa, dans chaque endroit, de savoir comment diriger les gens. Les gens nous appellent, ils disent voilà, j'ai tel problème, qui est le médecin à Ashdod, dans ma coupa, le mieux, ou à côté, etc., etc. Un peu ce que vous avez entendu parler en Israël du Rav Firer, qui fait ce genre de choses dans le domaine de l'oncologie, de la cancérologie. Alors nous, on s'occupe je dirais qu'on fait le même travail, mais dans le domaine de la gynécologie. On a aussi mis un système de hashgacha, de la même manière que dans les restaurants, il y a un mashgiach qui vérifie que tout est kasher. On a 60 femmes qui travaillent pour nous en Israël, dans les différents laboratoires de fécondation in vitro dans tout Israël, et qui vérifient que c'est bien les ovocytes de madame, le sperme de monsieur, etc., etc., que tout est clean et qu'il n'y a pas de problème et que le bébé qui va naître est bien de monsieur et madame. Pourquoi si c'est pas derrière toi et quelqu'un, des gens qui sont chilonimes, il y a un sipouille que ça ne soit pas... Alors les rabbanim, quand ils ont mis sur place la fécondation in vitro, au départ les rabbanim étaient très réticents. Justement, ils avaient peur de ça, qu'il y ait des mélanges, qu'il y ait des erreurs, ou des mélanges qui soient faits d'une manière intentionnelle. Et il y a eu au début, comme c'était pas légiféré, il n'y avait pas des lois, etc., il y a eu des problèmes dans le monde. Il y a eu des histoires qui se sont. Et à la suite de ça, les rabbins ont été au début très réticents. Et une des nouveautés, justement, de l'Institut Poua, c'était justement de dire aux rabbanim, ne soyez pas réticents, on va mettre un système de hashgacha, tout va être vérifié, il n'y aura aucun problème. Parce que pour des problèmes de yichus, de savoir, on appelle ça en français la filialité, la filiation, les rabbanim sont très réticents là-dessus, ils veulent que ce soit vraiment quelqu'un, je dirais, de froum, qui a vérifié, si demain il y a un problème au Beddin, que la personne peut venir témoigner, j'ai bien vu, c'est... Okay. Donc on a mis ce système en place en Israël, on a ce même système en France que j'ai installé à l'époque, il y a déjà 20 ans. On a le même système aux États-Unis, encore dans d'autres pays dans le monde, où se font des fécondations in vitro. Et voilà. Et donc voilà, c'est ça l'Institut Poua en gros, on donne des conférences, on a sur place à l'Institut Poua des femmes qui viennent étudier pour être madrichot kalot, pour madricher khatanim, des rabbaniot qui viennent étudier sur ces sujets-là. On a un système en place, on a mis un système en Israël en place d'infirmières qui sont ce qu'on appelle des botkot tahara, qui vérifient s'il y a un besoin la veille du mikvé ou le soir du mikvé. Il y a des questions, on vérifie un examen
un examen médical pour vérifier s'il y a des taches de sang, d'où vient ce sang, est-ce qu'il vient de l'utérus, est-ce qu'il vient du col, est-ce qu'il y a un ectropion, etc., etc. Donc on a mis en place, avec le ministère de la Santé en Israël, avec un hôpital à Jérusalem, un cours où des femmes infirmières diplômées viennent étudier chez nous. Il y en a à Ashdod, il y en a dans tout le pays. Voilà. Donc on a énormément de... Et je suis venu ce soir parler avec vous, d'un point très spécifique sur lequel j'ai fait des études plus approfondies sur la génétique et la halakha. La connexion entre la génétique et la halakha. Cette science qu'on appelle la génétique, c'est une science tout à fait, je dirais, nouvelle, moderne et nouvelle, qui fait des découvertes sans arrêt. Il y a énormément de nouveautés dans ce monde de la génétique. Et aujourd'hui, la génétique, elle touche pratiquement tous les domaines du monde médical. Il y a de la génétique spécialisée pour la cardiologie, pour le cancérologie, pour chaque département aujourd'hui dans un hôpital, il y a un département de génétique, et en plus dans chaque département, il y a un spécialiste de la génétique de tel... Parce qu'on sait aujourd'hui, bien sûr, qu'une grande partie des maladies qu'on croyait, on ne savait pas d'où elles venaient, on sait aujourd'hui qu'elles ont un terrain souvent génétique. Et cette science, elle a aussi une influence sur énormément d'autres domaines. Par exemple, l'histoire des populations, ok ? Quand on va parler de la génétique des Français ou des Européens dans 1000 ans, ce ne sera pas la même génétique qu'on parle d'aujourd'hui des Européens, puisque il y a une migration, comme vous savez. Ok, pas besoin de faire des études pour le comprendre. Ok, pas besoin de 1000 ans, ok. Mais c'est clair que ça va avoir une influence totale aussi sur le côté médical, ok, sur de maladies qui vont peut-être qui existent, qui vont peut-être disparaître, et d'autres maladies qui vont apparaître, etc. Il va y avoir une influence parce que il est clair que quand il y a des déplacements de population, il y a des facteurs génétiques qui changent d'endroit, etc. Par exemple, un des sujets, c'est pas le sujet principal sur lequel je vais discuter maintenant, mais c'est un sujet tellement nouveau et tellement intéressant qu'il faudrait, voilà, je veux vous en parler d'une manière succincte. Après, on va parler d'autre chose. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on s'est rendu compte que vous savez très bien que vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, on est nés d'une fusion de gamètes, du spermatozoïde du papa et de l'ovule de la mère, et dans l'ovule et dans le spermatozoïde, il y a des chromosomes. Et ces chromosomes sont le potentiel génétique qui forme que l'enfant puisse se développer, qu'il puisse vivre, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, on reçoit 50% du potentiel génétique de son père et 50% du potentiel génétique de sa mère. Et ça, déjà, c'est intéressant parce que la Gemara, déjà, en avait parlé. Dans Masechet Nida, dans le traité de Nida, déjà, il est écrit que l'enfant est un résultat de 3 associés, du père, de la mère et d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il donne la Neshama, et le père et la mère donnent avec une certaine parité à cet enfant. Et c'est quelque chose qui est tout à fait banal de nos jours. C'est clair. Ben à l'époque du Talmud, quand on regarde les écrits des grands sages du monde grec, comme Aristote, etc., ils ne parlent pas du tout de cette manière. Pour eux, c'est l'homme qui donne tout le potentiel génétique. La femme, c'est simplement un genre de four qui prend la pâte et qui va le cuire, ok, qui va le cuire pour pouvoir après l'apporter au monde. Mais tout est apporté par l'homme, ok. C'est la manière dont ils voyaient les choses. Et à l'époque, donc il y a plus de 2000 ans, les rabbinim nous disent non, 50% étaient donnés par la femme, par l'homme, etc., etc. Donc c'est déjà, et on sent que déjà les notions de génétique, d'apport génétique du père et de la mère sont connus, pas avec les mots qu'on utilise aujourd'hui, ni les gènes, ni les chromosomes, etc. Parce que ça, c'est des mots nouveaux. Mais la conception qu'il y a un apport du côté de la mère et du côté du père était déjà connue par nos sages. Mais quand je vous ai dit que 50% est donné par la mère et 50% est donné par le père, c'est faux. Le père, il donne
49,9% et la mère, elle donne 51,1%. Elle donne quelque chose de plus. Bon, c'est pour ça que les femmes sont présentes ce soir. C'est que dans l'ovule, dans le spermatozoïde, il y a un noyau. Et dans ce noyau, il y a 23 chromosomes. Dans l'ovule de la femme, il y a aussi un noyau avec 23 chromosomes. Mais à côté du noyau, il y a ce qu'on appelle une mitochondrie. Et dans cette mitochondrie, il y a aussi des gènes. Et ces gènes, ils vont passer chez l'enfant qui va naître. Et dans le spermatozoïde, il n'y a pas de mitochondrie. Ça veut dire que la femme, elle donne 50% plus, encore un peu plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial qui fait que ça passe uniquement par les femmes. Parce que dans les hommes, il n'y a pas de mitochondrie. Il y a un potentiel génétique, mesdames, que vous avez reçu de votre maman, de vos mamans. Et moi aussi, je l'ai reçu de ma maman, peut-être, de ma maman. Mais dans mon spermatozoïde, il n'existe pas. Mais dans vos ovules, vous, les femmes, il existe. Donc les femmes passent de génération en génération un petit potentiel génétique qui n'existe pas chez les hommes. Et ils se sont rendus compte que selon les ethnies, on parle de groupes ethniques, ce potentiel génétique, il diffère d'une femme à une autre. Il diffère d'une femme à une autre. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on s'est rendu compte, parce qu'il y a des études qui viennent d'être publiées, ce que je vous en raconte, c'est des choses qui viennent d'être publiées. On s'est rendu compte, il y a eu des études qui ont été faites par exemple sur les populations juives ashkénazes. On s'est rendu compte que sur 75% des juifs et des femmes juives ashkénazes, elles ont le même changement génétique, cette petite mutation qui fait qu'on peut savoir qu'elles viennent d'une famille juive, etc., etc. Parce que chez les non-juifs, il n'existe pas ce petit changement de mutation. Ok? Alors c'est quelque chose d'abord d'extraordinaire, parce qu'on sait très bien que le judaïsme, il passe par la femme. Ok? Il passe par la femme. Mais quoi, les coyotes, elles n'ont pas de mitochondrie? Elles ont une mitochondrie, mais elles ont une autre mutation, une autre... ok, on parle de c'est pas un morceau, c'est des... c'est composé de nucléotides, de petits morceaux chimiques, etc. On leur donne des lettres A, T, C, G, etc. Il y a un certain alignement chez les femmes juives qui n'existe pas chez les femmes non juives. Ok, ça c'est intéressant. Quelle est l'importance de ça? Ok, ça n'a aucune importance d'une certaine manière. Mais ça fait réfléchir certains rabbinim. Entre autres, vous savez qu'aujourd'hui en Israël, il y a certaines femmes qui viennent de pays en dehors d'Israël. Elles disent qu'elles sont juives, qu'elles demandent à être reconnues comme femmes juives, mais elles n'ont pas de papier. Parce que, par exemple, en Union soviétique, on avait annulé toute possibilité de traces juives. Donc des femmes qui sont nées il y a 70 ans en Union soviétique, si elles disaient qu'elles sont juives, on les envoyait au goulag, et sur leur papier, il n'y a aucun papier, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de ktuba, il n'y a pas de rabbanim, il n'y a aucun papier, pas parce qu'ils vous étaient contre, parce que le régime était contre. Ils leur ont tout annulé, tout détruit. Et cette femme, elle vient maintenant en Israël, et elle dit, je veux être reconnue comme femme juive. Pas simplement pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui vont naître en Israël. Alors cette femme, elle a peut-être une photo de son arrière-grand-mère, elle connaît quelques mots en yiddish, etc., etc., etc. Mais elle n'a pas comme on a un certificat du judaïté, du consistoire, qui a tout vérifié. C'est impossible. Alors c'est discuté en ce moment dans les Batédines, dans les tribunaux rabbiniques en Israël. Est-ce que si on ferait un test génétique sur cette femme, est-ce que si on fait un test génétique de cette femme et qu'on vérifie, qu'il s'avère qu'elle a ce petit changement génétique qui existe chez 75% des femmes ashkénazes, est-ce que grâce à ça on pourra lui donner un certificat comme quoi elle est juive? Mais l'important c'est qu'elle est juive et tous ses descendants sont juifs. Par les femmes. Ah ok. Alors il est clair que ça ne va pas pouvoir... c'est pas parce qu'on va prendre une femme juive, on va lui vérifier, on va lui dire si t'as pas ce petit changement génétique, t'es plus juive. Non. Mais est-ce que ça peut être d'une manière positive?
rapporter un point en plus devant le tribunal rabbinique. Et ça, c'est une question qui est discutée en ce moment dans les tribunaux par les grands poskim, par les grands rabbinés, de savoir est-ce qu'on peut utiliser ça, pas comme la seule preuve, mais comme un élément en plus sur ces investigations qui sont faites. Vous savez qu'en Israël, il y a par exemple un institut qui s'appelle Shorashim, où il y a des experts qui voyagent dans le monde entier pour retrouver des traces dans des archives, etc., pour pouvoir prouver que certaines personnes qui se disent « mais je suis juif, mais j'ai aucune preuve », et on va dans des archives qui s'ouvrent peu à peu en Union soviétique, en Moldavie, etc., on vérifie, ils sont spécialistes, etc., et on va vérifier des tombes, et on prend des photos de tombes, etc. Mais tout ça, c'est des preuves qui sont pas toujours très suffisantes pour le tribunal rabbinique. Est-ce que c'est, par exemple, un examen génétique, ça pourrait apporter une pierre en plus à cet édifice? C'est un sujet qui est en ce moment discuté par les rabbinés et qui apparemment, les rabbinés sont ouverts. Ils sont d'accord de prendre ça en considération. Ce sera pas le seul élément qui pourra prouver qu'une personne est juive, mais ce sera un élément en plus. C'est quelque chose d'intéressant. Alors, mais maintenant, je vais parler d'autre chose, parce que c'était pour vous montrer que ces sujets-là sont dans le vif de la vie ilchatique en Israël et dans les... Comment ? Ça a été fait aux États-Unis, en Israël. On a les mains qui peuvent... Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui m'a téléphoné de France et elle me dit voilà, j'étais au consistoire, il me demande de me convertir, mais moi, ma mère, elle me dit que je suis juive, mais j'ai pas de papier, mais d'un autre côté, je suis sûr. Bon, alors je l'ai envoyé chez un spécialiste justement pour discuter de ça. Il faut monter tout un dossier. Ça va pas être une prise de sang qui va. Mais oui. Alors bien sûr, il va y avoir d'autres. Non, alors il y a d'autres études qui ont été faites sur des juifs du Kafkaz. Comment on dit ça, on dit ok, le Kafkaz. Sur des juifs de Grouzini. Comment on dit les Grouzini? Okay. Le Géorgie. Parce que c'est des. Non, pourquoi ils ont fait des études sur ces juifs-là? Parce que c'est des communautés qui étaient très très fermées. Il n'y avait ni qui sortaient, qui devenaient non-juifs, qui allaient se convertir dans ces communautés-là. Et il y avait très peu aussi de gens qui rentraient et qui se convertissaient au judaïsme. C'était des communautés très 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 fermées. Donc de sorte que, par exemple, quand on a fait cette vérification de mitochondrie, chez les juifs de Kafkaz et de Géorgie, c'est presque 90%, 95% des femmes qui ont ce petit changement génétique. C'est un autre changement, c'est autre chose. Ok ? Ok. Maintenant, je suis venu vous parler d'autres sujets qui sont en rapport avec cela. Vous savez qu'en ce moment, on est dans la période des mariages. Baruch Hashem. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils sont à un match de foot, c'est qu'ils sont à un mariage. Ok. Donc, on est en ce moment à la période des mariages, et en Israël, il y a une politique qui est menée par le ministère de la Santé et qui a été plus ou moins acceptée par la population israélienne de tests génétiques prémaritales. Les gens, avant de se marier, font des tests génétiques. Alors, pour vous parler, pour vous donner un exemple, il y a quelques années, est venu me voir à l'Institut Poua un jeune couple de juifs originaires de Tunisie par hasard, ok ? Et ils me disent, voilà, on a eu un enfant, et cet enfant-là, qu'ils avaient avec eux, malheureusement est atteint d'une myopathie, une maladie très très grave. La survie, l'espérance de vie est à peu près de 6 mois, et il n'y a pas de traitement. Et on a fait des tests génétiques, et il s'avère qu'on est tous les deux porteurs d'une maladie qui s'appelle SMA. En anglais, SMA, je ne sais pas comment on dit en français. AMS, en général, c'est les mêmes mots, mais on les met dans un autre ordre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'aurais posé la question, mais avant votre mariage ou après le mariage, vous n'avez fait aucun test génétique ? Elle m'a dit non. Non, on m'a dit que nous, les juifs séfarades, on n'avait pas besoin de faire ce genre de test, que les ashkénazes. Okay. Donc, une des points, quand je suis venu vous parler ce soir, c'est il faut qu'on réfléchisse autrement. Okay. Il s'avère, d'abord je vous explique le principe au niveau génétique. Il s'avère qu'il y a certaines maladies
qui sont parfois des maladies très graves, où les enfants meurent, où il n'y a pas de traitement, etc. Cette maladie est transmise par les parents, mais pour que la personne soit malade, il faut qu'elle soit transmise et par le père et par la mère. C'est-à-dire que si le père a ce changement génétique, cette mutation, il peut être tout à fait sain, tout à fait en bonne santé, aucun problème. Il se marie avec une femme qui est aussi en bonne santé sans aucun problème. Lui, il a une mutation sur le gène numéro 15, par exemple, le chromosome numéro 15. Sa femme, elle a le même changement génétique sur ce chromosome numéro 15. Lorsqu'ils vont avoir un enfant, il y a 25% de risque que l'enfant reçoive et le gène muté de la mère et le gène muté du papa et qu'il soit malade. Il y a 25% qui reçoivent des gènes qui sont sains des deux côtés et lui, il n'aura aucun problème. Et il y a 50% qui soient comme ses parents, porteurs de la maladie, mais en bonne santé. Et quand on tombe sur ces 25%, où les deux gènes avec la mutation sont arrivés chez l'enfant, alors on parle de maladies qui sont parfois, comme je vous ai dit, des maladies très graves où aujourd'hui il n'y a pas de traitement et malheureusement c'est des choses qui sont très éprouvantes et pour les enfants et pour les parents. Et il s'avère que dans la population juive, il y a certaines maladies qui ont ce qu'on appelle une prévalence, qui est plus forte que dans d'autres populations. Pourquoi ? Parce qu'on se marie entre nous. Ok ? Imaginez comment on se mariait il y a 500 ans. En Pologne, en Tunisie, c'est la même chose. Les gens n'avaient pas de voiture, il n'y avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas de site internet de rencontres. Donc comment on se mariait ? Par un cousin qui proposait dans le village, il y avait 4 filles, tu es la première, la deuxième, tu choisis, il y a 4 filles. Bon, alors tu choisis avec une des filles. Si tu n'en veux pas, alors il y a le village un peu plus loin. C'est tout, mais tu ne vas pas prendre maintenant une voiture, un cheval, et aller jusqu'à 1000 km pour chercher une femme. En général, on se mariait avec des gens qui étaient proches. En plus, c'était proche du point de vue intellectuel, au point de vue financier aussi, parfois certaines relations, etc., etc. Ce qui se fait qu'au fil des années, il est tout à fait possible que toutes les familles d'un même village ou de 3 villages qui sont avisonnants, en fin de compte, c'est tous des cousins de petits cousins, d'arrière-petits-cousins. Si on revient en arrière, ils ont peut-être tous un arrière-arrière-arrière-grand-père et une arrière-arrière-grand-mère qui étaient en commun. Ok ? Et si cet arrière-grand-père ou cette arrière-grand-mère avait une mutation génétique, ils l'ont transmise à leurs enfants, qui l'ont transmise à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants. Ok ? Il s'avère qu'une population qui se trouve plus ou moins dans un endroit fermé et qui ne se marie qu'entre eux, ils génèrent cette mutation qui va et qui se développe de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il y avait certaines familles qui étaient connues au fil des années, on ne savait pas pourquoi, que dans ces familles-là, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, etc. J'ai vu un carnet qui a été écrit par un médecin non juif qui était parti faire une expédition en Afrique du Nord. Et il écrit dans son carnet qu'il voit énormément de juifs aveugles. Et il est très étonné, parce qu'il en voit énormément par rapport à la population non juive qui vit dans ces mêmes endroits. Et il dit que c'est certainement à cause de mariage consanguin. Mais c'est la même idée, parce que qu'est-ce que c'est un mariage consanguin ? C'est se marier avec son cousin. Ça veut dire qu'on a des grands-parents qui sont les mêmes. Si ce grand-père ou cette grand-mère avait un gène muté, c'est passé chez les enfants, c'est passé chez les petits-enfants, et les petits-enfants se marient entre eux, c'est des cousins. Automatiquement, il y a certaines maladies qui étaient en veille, qui étaient là en potentiel, elles sortent à l'extérieur. Il y a un juif, un chassid Satmer, qui a à peu près 30 ans, vit aux États-Unis, a perdu 4 enfants d'une maladie épouvantable qui s'appelle le Tay-Sachs. Et lorsqu'il a eu 4 enfants qui sont morts les uns après les autres de cette maladie de Tay-Sachs, il a décidé de vérifier le Tay-Sachs. Ok. C'est au nom du chercheur qui a trouvé. Okay. Et quand il s'est arrivé cette chose épouvantable, où il y a eu 4 enfants qui sont décédés les uns après les autres, il a demandé au médecin qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible, etc., etc.
Et ils lui ont expliqué, tu es porteur de cette maladie, ta femme est porteur de cette maladie, et ensemble, chaque fois que vous avez un enfant, c'est 25%. Mais alors après, c'est chez Akadosh Baruch Hu, c'est... Ça peut être, on peut avoir 10 enfants tous en bonne santé, 10 enfants tous malades, et 10 enfants en moitié-moitié, on ne peut pas savoir. Alors ce chassid Satmer, il a dit, comment j'ai connu ma femme? Je ne l'ai pas draguée sur la plage d'Ashdod, ni dans un bar, dans une soirée. J'ai été voir un chatran qui m'a dit, j'ai une fille très bien pour toi. Je l'ai rencontrée avant de marier, simplement une seule fois. Mes parents, bien sûr, ils ont vérifié et tout avec la famille, ils ont mis toutes les choses en place. Et je l'ai rencontrée une fois, on m'a dit, elle te plaît, j'ai dit oui, et je me suis marié. Mais vous rigolez, mais c'est encore aujourd'hui comme ça. Hein. C'est pareil chez certaines chassidouyot, Vizhnitz, c'est exactement pareil, encore aujourd'hui comme ça. Top. Il a dit, si moi j'avais su, ou pas moi, mais mes parents avaient su, ou le chatran avait su, que cette fille est porteur de la même maladie que moi, on ne se serait même pas rencontrés. J'aurais aucun problème sentimental, ni j'aurais pas été désolé, j'aurais pas fait de crise. On m'aurait présenté une autre. À la place de Sarah, ce sera Hana, c'est pas un ok. Alors bien sûr, il est heureux de vivre avec sa femme. Mais il s'est dit, en fin de compte, on aurait dû, si on avait su, on aurait dû faire des tests avant le mariage. Et on aurait pu éviter cette catastrophe du fait que j'ai eu 4 enfants qui sont morts. Il a monté un institut qui s'appelle Dor Yesharim, qui fait des tests génétiques avant mariage. Et où les gens reçoivent un numéro, un code, et avant de se marier, ils téléphonent, ils disent voilà, je suis tel code, je sors avec une fille, je connais une fille, on veut me présenter une fille qui a tel code, est-ce qu'on est compatible ou non? Et si ils sont porteurs, les deux, de la même maladie génétique, on leur dira vous n'êtes pas compatibles. S'ils sont chacun porteur d'une autre maladie, alors ça n'a aucune incidence, aucune importance, ils peuvent se marier. Et au fil des années, cet institut est venu en Israël et aujourd'hui, il a été accepté par le ministère de la Santé comme une politique de prévention pour éviter la naissance d'enfants qui sont malades en Israël. Et c'est proposé à toute la population. Bien sûr, le Dor Yesharim, ça a été créé pour des populations orthodoxes, ultra-orthodoxes, des chassidim, etc. Mais dans toutes les coupes en Israël, on peut faire ces tests qui sont pris en charge en partie par la coupe Trolim, c'est gratuit, pour éviter justement les maladies génétiques. Maintenant, pour revenir au couple qui m'avait dit que c'est une histoire d'Ashkenaz, pourquoi à l'époque ils disaient que pourquoi ils ont eu ça dans la tête? Parce que lorsque ce chassid Satmer, le Rav Eckstein, a créé cet institut, ils ont fait des recherches médicales sur les populations de New York, des Juifs de New York, qui sont à 90% ashkénazes. Mais lorsque maintenant on a fait ces mêmes génétiques, ces mêmes sur la population israélienne, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est pas une histoire simplement d'Ashkenaz. Alors au départ, on disait c'est que les Ashkenaz et les Sfarades, ils n'ont pas besoin de se faire ce genre de test. Les Sfarades, tout d'un coup, ils étaient heureux, ils avaient de l'honneur. Ok, chez eux, il n'y a pas de maladie. Ok, il y en a qui disaient que c'est parce que les Ashkenaz, ils font pas les slichot autant que les Sfarades. Ok, chacun trouvait sa manière de trouver une. Mais en fin de compte, il s'avère que lorsque aujourd'hui on fait des tests et des tests et des tests, qu'il existe aussi chez les populations séfarades aussi des maladies génétiques. Alors, si vous regardez sur un site internet par exemple du ministère de la Santé, il y a un site spécial de génétique qui est compréhensible à tous, il y a des tableaux où ils disent, voilà, chez les populations ashkénazes, il y a plus telle maladie. Chez les populations d'Afrique du Nord, il y a telle maladie. Sur les juifs qui sont d'Iran et d'Irak, c'est d'autres maladies. Chez les juifs thémani, du Yémen, c'est d'autres maladies, etc. Et il y a des maladies qui existent chez tout le monde. Certaines maladies qui sont dans toute la population sans aucune différence entre les uns et les autres. Donc déjà, je vous propose de réfléchir à cela et de proposer à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants, je ne sais pas, il y a de tous les âges là, d'avant de se marier, de penser à faire ce genre de test.
Parce que malheureusement, lorsque après Chazve Khalila, on a des enfants et des petits-enfants malades, avec des maladies très très graves, c'est très très dur, et pour les enfants bien sûr qui sont malades, et pour la famille d'une manière générale. Ces tests, excusez-moi, Ok. ces tests que vous faites, c'est-à-dire que vous prenez chaque gène et vous voyez s'il y a un problème, ou alors vous voyez quel problème existe en général. Voilà, alors il y a le ministère de la Santé a réalisé des recherches et des tableaux. Ils disent voilà, chez les juifs de telle origine, il y a telles maladies qui sont plus courantes. Et ils sont exactement sur tel chromosome, on sait exactement où les chercher. Alors vous voyez que ça en fait. Vous voyez pas, si Python, il est chez Zemachou, chez Odlo. Ah non, non. Sont vérifiés que les tests que les maladies connues et courantes. Alors, ok, d'accord. Alors, de nos jours, d'abord les choses vont changer. Pourquoi les choses vont changer peu à peu? Parce que les enfants commencent à se mélanger, Baruch Hashem, ok? Moi j'ai un fils qui est marié avec une Marocaine, j'ai une fille qui est mariée avec un Thémani, j'ai une autre fille qui va se marier avec un Thémani. Donc déjà, quand on va parler de cela dans la prochaine génération, on va devoir prendre en compte d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé, mais déjà par exemple l'hôpital Tel HaShomer a déjà préparé un panel de centaines de maladies qui sont déjà prêtes. Ok. D'un autre côté, il n'est pas logique de faire des recherches sur des maladies qui sont très rares, 1 sur 1 milliard. Il y a toujours une question argent d'abord, ok. Combien ça coûte de faire des tests, et puis aussi à la fin on se mariera avec plus personne, on ne pourra plus se marier avec personne, ok. Donc c'est aussi une grande question. Maintenant, dans ces questions-là, il y a aussi des questions d'éthique. Qu'est-ce qu'on rentre dans la liste? Par exemple, il y a certaines familles où il y a des gènes qui s'appellent le connexine qui rendent les enfants sourds. Est-ce que c'est éthique de dire aux gens, parce que vous avez tous les deux un gène qui peut faire que vos enfants seront sourds, de ne pas vous marier? Alors que ce n'est pas une maladie grave. Il y a aujourd'hui des traitements, il y a des appareils auditifs, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle un shetel cochléaire, je ne sais pas comment, un implant, qui fait que il y a des gens qui ont un implant, qui se marient, qui font des études, etc. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on rentre dans cette liste? D'accord? Parce que demain, il y en a, ils vont dire, moi je veux pas que mes enfants aient des lunettes. Alors, est-ce qu'on va aussi choisir? Jusqu'où on va? Quelles sont les limites? C'est ça. Il y a aussi les traitements génétiques qui se font. Ça, je vais en parler. Je vais en parler. Vous inquiétez pas. Je vais en parler. Ok. Donc ça, on propose. Ok. Alors, il y a une différence entre la coupatrolim et Dor Yesharim. Lorsqu'on va à la coupatrolim et qu'on fait les tests génétiques, on reçoit la réponse. Et on sait si on est porteur d'une maladie génétique, oui ou non. Ils ont une liste limitée quand même. Oui. Ah, elle n'est pas très grande. Non, elle n'est pas très grande. C'est 8, 7, 8 maladies, ok. À mon avis, c'est un peu un problème de Dor Yesharim. J'ai 2 garçons qui étudient en yeshiva. Et 2, ils ont fait Les tests. Dor Yesharim n'est plus un yeshiva. Oui. Ils ont fait les tests. Par contre, mes filles ne l'ont pas fait. Parce qu'elles n'ont pas étudié à la yeshiva. À mon avis, Il fallait les envoyer dans un séminaire où on fait. Non, moi je leur ai fait faire dans le gars. Ok. Non, elles auraient pu aller à Dor Yesharim. Quand quelqu'un me téléphone aujourd'hui, une fille me téléphone, je dis allez à Dor Yesharim, il y en a, ils travaillent dans tout le pays. Je pense que c'est très dommage qu'on ne dise pas dans les Oulpénotes, par exemple. On le dit. Dans les Krachot. On le dit, mais bon. On le dit. Il y a peu de temps, j'étais justement à Guédera, c'est pas loin d'ici. Il y a le Oulpenat Baharan. J'ai donné une conférence à toutes les filles de Kita Yud Bet sur justement ces tests génétiques en leur expliquant qu'il y a 2 options, la coupatrolim, Dor Yesharim. Alors Dor Yesharim, on ne reçoit pas les réponses. Ça reste dans les dossiers de Dor Yesharim. Et lorsqu'on téléphone, on reçoit un code. Ils font une vérification s'il y a une incompatibilité ou non. Pourquoi ils ne donnent pas les réponses? Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens soient stigmatisés. Si une personne dit, voilà, j'ai reçu les réponses, et qui raconte à tous ses copains, vous savez, je suis porteur du Tésax, alors tous ses copains ils vont dire, celui-là, cette famille-là, on ne s'approche pas d'eux, etc. Pour éviter de stigmatiser des familles, ils ont préféré que ça reste secret. Et aussi, ça peut provoquer chez certaines personnes qui sont peut-être sensibles au point de vue émotionnel,
ils vont se dire, voilà, je ne pourrai jamais me marier, j'ai une maladie grave, alors qu'il est tout à fait en bonne santé, qu'il n'y a aucun problème, mais pas tout le monde comprend tout. Donc, ça a été la politique de Dor Yeshari. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne suis pas venu pour parler que de génétique, on va parler du côté halakha. Okay. Sachez que ces tests-là, d'abord, ils existent pratiquement qu'en Israël et aux États-Unis, dans aucun pays au monde, on parle de ces choses-là. Quand je suis venu à l'époque, il y a à peu près 20 ans en France, j'avais parlé avec des grands généticiens, ils avaient ouvert des yeux en disant « Mais vous êtes fous, vous les juifs, vous faites des choses, c'est impensable. C'est comme ça qu'on se marie chez vous en faisant des tests génétiques. » Je dis « Non, c'est pas que comme ça. C'est pas le seul critère. C'est pas le seul critère. » Mais c'est clair que lorsqu'on se marie sur le modèle orthodoxe avec des shidduchim, on voit les choses d'une manière tout à fait différente que lorsqu'on va simplement, on va au bal des pompiers, on va rencontrer une jeune fille, on va pas lui dire avant que je danse avec toi, t'as fait des tests génétiques, oui ou non, ok? Peut-être qu'un jour ce sera. Mais aujourd'hui, ils sont en train de. Mais aujourd'hui, déjà en France, il y a certains généticiens qui commencent à en parler. En Angleterre, par exemple, ça fait une tollée au Parlement britannique parce qu'il s'avère qu'il y a une grande population pakistanaise qui habite en Angleterre. Et ils se marient souvent, bien sûr, entre eux dans la communauté, mais souvent entre cousins. Et il s'est avéré qu'il y a certaines maladies qui n'existaient pas en Angleterre, qui sont tout d'un coup apparues, et que dans certains hôpitaux, il y a des enfants qui sont malades de certaines maladies qui n'existent que chez les Pakistanais. Et donc ils ont dit, on a un système israélien qui s'appelle Dor Yesharim, pourquoi on ne met pas Dor Yesharim pour les Pakistanais? Comme ça, au moins, ils éviteront de se marier entre eux s'ils sont malades. Pour eux, pour leur bien. Mais bien sûr, tout de suite, ils ont dit c'est du racisme. Mais ça fait beaucoup de bruit en Angleterre. Mais aujourd'hui, il y a des généticiens qui parlent de ça en France, parce qu'il y a aussi, dans la population européenne, certaines maladies qui n'existent pas dans d'autres pays. Chez les Chinois, il y a d'autres problèmes. Chez les, je sais pas, les Esquimaux, il y a certainement d'autres problèmes, etc. Lorsqu'ils sont venus, à l'époque, le Rav Eckstein a proposé de créer cet institut. Entre autres, ils avaient discuté avec un des grands rabbinim du monde entier, qui s'appelait le Rav Moshe Feinstein, un grand possèque, un grand décisionnaire rabbinique, qui était aux États-Unis, vraiment après la Shoah, le plus grand décisionnaire aux États-Unis, mais pratiquement dans le monde entier. Et il a écrit une tchouva. On lui a posé la question, est-ce que c'est bien de faire ce genre de test? Est-ce que c'est pas un problème de Emouna? Dans la Gemara, il a écrit que telle personne doit se marier avec telle personne. C'est pas un hasard. La Gemara nous dit que 40 jours avant la création de l'homme, il y a une bat kol. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit « Bat ploni les ploni ». Telle personne va se marier avec telle personne. Tel neshama est compatible avec tel neshama, puisque vous savez que Adam et Chava étaient un être qui a été séparé en deux. Donc de nos jours, depuis ce moment-là, on est toujours à la recherche de l'âme sœur, ce qu'on appelle. Okay? Donc est-ce que c'est pas un manque de Emouna de faire ce genre de test et de décider, encore une fois, ce ne sera pas le seul critère, mais ce sera un des critères de décider avec qui on va se marier. Et le Rav Moshe Feinstein, d'une manière claire, a dit il n'y a aucun problème de halakha. Comme c'est un test qui est simple à faire, qui est conseillé par le monde médical, c'est une sorte de médecine préventive. De la même manière que quelqu'un va de temps en temps prendre sa tension et vérifier s'il n'a pas trop de cholestérol et le sucre, etc., etc. Alors bien sûr que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et qu'à la fin, mi yichyeh ou mi yamut, ok, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui vivra et combien de temps et dans quelles conditions. Mais ça change rien que nous, de notre côté, en tant qu'hommes, on a l'obligation de faire attention à notre santé, de pas manger trop de croissants et de fricassés, ok? Il n'y en a pas ce soir d'ailleurs. Ok. et de faire attention et de faire du sport, etc., etc. Donc il y a le côté céleste et il y a le côté de la Ishtadlut, ce qu'on appelle du fait que nous, on doit faire un maximum pour prévenir notre santé. Donc là, Moshe Feinstein a dit d'une manière claire, il n'y a aucun problème de halakha. Bien sûr, ça doit être fait d'une manière discrète, de ne pas dévoiler les noms, de ne pas stigmatiser certaines familles ou certaines populations, etc. Mais si on peut éviter
On sait très bien que Pikuach Nefesh Docheakol, si on peut éviter la naissance d'enfants malades, de maladies encore très très graves, ce sera autorisé. Et comme je vous ai dit, c'est devenu aujourd'hui une routine pratiquement en Israël, dans le monde ultra-orthodoxe. Vous avez ici des chassidés gourds, je suis sûr qu'aucun qui s'est marié, s'il n'a pas fait les tests génétiques, le mariage ne passera pas. Okay, et même dans les autres populations en Israël, c'est proposé, bien sûr c'est pas obligatoire, d'accord, c'est pas une politique eugénique, c'est quelque chose de proposé, pas obligatoire, mais c'est devenu quelque chose de courant en Israël. Et par exemple, des familles qui font en Israël des fécondations in vitro, là on leur obligera de les faire. Pourquoi on va les obliger? Parce que le médecin dit, si vous allez concevoir un enfant d'une manière naturelle, c'est pas je suis pas dans l'histoire. Mais si à partir du moment où moi, je vous aide à concevoir cet enfant, je vais au moins vérifier que je vais pas mettre au monde un enfant, et il s'avère qu'après il ait une maladie très très grave, etc., etc. On parle encore de maladies qui sont très graves et très courantes. C'est quoi courant? Par exemple, la maladie du Tay-Sachs, c'est 1 sur 30. 1 sur 30 Ashkénazes est porteur de la maladie du Tay-Sachs. C'est énorme, 1 sur 30. Ok. Il y a une maladie qui s'appelle ataxia, qui existe chez le monde, l'Afrique du Nord. C'est aussi 1 sur 30 ou 1 sur 40. Ok. Il y a une certaine maladie qui s'appelle la télessémia chez les juifs du Kurdistan. C'est 1 sur 5. Ok. Hamza, mais c'est 1 sur 5 quand même. Donc, hein? Mais quand c'est la majeure, c'est grave. Ok. Je vois que madame, vous connaissez le sujet. J'ai une de mes filles qui a une thalassémie mineure. Okay. Quand elle est née, peu de temps après, on m'a dit, et le professeur qui l'avait soignée, a dit la seule chose que je vous demande, vérifiez quand elle se mariera, qu'elle soit mariée avec quelqu'un qui soit porteur. Je vous avoue très sincèrement que quand elle a connu son khatan, le khatan, la première chose que je lui ai demandé, c'était ça. Bon, ben vous voyez. Donc, parce qu'il m'avait tellement fait peur, il m'a dit, si lui est là, elle est là, ça peut devenir une thalassémie majeure, ça peut être très grave. Ok. Alors maintenant, ce couple qui est venu me voir, ils m'ont dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on va mettre un enfant au monde, on va jouer à la roulette russe, on lui met un pistolet sur la tempe, il risque d'avoir cette maladie SMA et de mourir après quelques mois. Qu'est-ce qu'on fait? On divorce? Et la réponse, elle est que non. Baruch Hashem. Il y a aujourd'hui un système qui a été mis en place dans le monde qui s'appelle, en français, le DPI, le diagnostic préimplantatoire. En hébreu, on appelle ça le PGD. Ok? C'est Bdikat Trom Hashracha. Ok? Bdika Genetic Trom Hashracha. C'est un dépistage qui est fait sur des embryons avant de les transférer dans l'utérus. Alors, je vous donne quelques notions pour que les choses soient claires. Lorsqu'un couple font une fécondation in vitro, les choses sont faites d'une manière artificielle. Le fameux bébé éprouvette. On va ponctionner de madame des ovocytes, des ovules. Monsieur va apporter du sperme qu'on va mélanger ensemble. Au bout de quelques jours, il va se former dans un incubateur, ce qu'on appelle un embryon. Un embryon, je dirais que c'est un grumeau de cellules, c'est un amas de cellules. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas d'oreille, ok? C'est simplement des cellules, on parle de 6, 8, 10 cellules, pas plus que ça. Maintenant, on sait très bien que ces cellules, elles viennent à la base du spermatozoïde et de l'ovocyte et de l'ovule. Donc la génétique qui se trouve dans l'ovocyte et dans l'ovule va se trouver exactement dans ces cellules. On peut très bien faire ce qu'on appelle une biopsie, prendre une cellule, uniquement une cellule, l'amener en laboratoire, la détruire, vérifier la génétique qui est à l'intérieur du noyau qui se trouve dans cette cellule. Et on peut très bien, si on sait très bien que monsieur et madame sont porteurs de cette maladie de SMA, on peut bien vérifier si cet enfant, il a reçu les 2 gènes des parents, et donc il est malade. Et donc, s'il va naître un enfant de cet embryon, il sera malade. On peut très bien vérifier s'il a reçu aucun gène, il sera sain. Et on peut vérifier s'il a reçu le gène de la mère ou le gène de la mère uniquement ou du père, et qu'il sera porteur comme ses parents. Et on va faire, au point de vue médical, on va décider qu'on va mettre en premier, puisqu'on va transférer des embryons dans l'utérus de cette femme pour qu'elle puisse tomber enceinte, on peut très bien décider qu'on va mettre en premier, en ordre de valeur, je dirais, c'est pas le valeur, en ordre de pole position, on va mettre d'abord ceux qui sont sains totalement, et dans ce cas-là, cette maladie, elle sera tout à fait éradiquée.
Si on ne trouve pas d'embryon sain, on mettra des porteurs, et bien sûr on ne mettra pas des enfants qui sont porteurs qui sont pas porteurs mais qui seront malades. Okay. On ne peut pas faire la piqûre en amont, ça veut dire vérifier le sperme? Non, de nos jours on ne peut pas. Peut-être qu'un jour ça viendra, aujourd'hui c'est pas possible. On est obligé de créer ces embryons. Et c'est là le problème, dans le monde entier. Ok, au point de vue éthique. Sachez qu'en Israël, on est un des pays où on est le plus en avance sur ces questions, sur ce qu'on appelle le DPI. Par exemple, en Israël, en PGD, vous avez 8 ou 9 unités où on fait ce genre de test. Là, ils vous ont ouvert, ils ont créé un hôpital à Ashdod. Il y a donc quelques jours, va être ouvert le laboratoire de fécondation in vitro. Ils ont déjà fait un accord avec l'hôpital Asuta de Tel Aviv, où il y aura des tests génétiques pour des familles qui ont besoin de faire. Il n'y aura pas besoin de... Ok. En Israël, il y a 8 hôpitaux où on fait ce genre de test, et d'autres hôpitaux où on le fait avec l'aide d'autres hôpitaux, etc. Okay. C'est pris en charge par la Coupa Trolim, ça ne coûte rien. Okay, c'est pris en charge totalement par la Coupa Trolim pour les 2 premiers enfants. Okay, pour les 2 premiers enfants qui sont en bonne santé. Prenons la France comme exemple. Un peu plus d'habitants en France qu'en Israël. Ok, on est 8 millions, là-bas ils sont 80. 80 millions, 3 hôpitaux. Un à Paris, un à Strasbourg, un à Montpellier. 80 millions de personnes. Ok. Il y a d'autres pays dans le monde où ça existe, mais c'est pas pris en charge. Ça doit être payé. Vous voulez avoir des enfants, vous voulez en bonne santé, payez. Le pays ne prend pas en charge ça. Il y a certains pays où c'est interdit. Totalement. On ne peut pas le faire. Par exemple, l'Allemagne et l'Italie. On ne peut pas faire de DPI. Okay. Et la question, elle est pourquoi? Pourquoi en Israël, il n'y a aucun problème, c'est pris en charge, il n'y a aucun problème, on est considéré comme un des pays où on fait le plus de recherches sur ce genre de techniques. La base de ça, il y a deux questions fondamentales là-dessus. C'est quel est le statut au point de vue éthique de l'embryon? Et deuxième chose, c'est la Shoah. Alors on va commencer d'abord pour le statut de l'embryon. Est-ce qu'un embryon qui se trouve dans une éprouvette, dans une boîte, qu'on peut uniquement voir sous microscope, sans microscope on ne voit rien du tout, cet embryon, comme je vous ai dit, il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il n'a pas de cellules, il a des cellules mais il n'a pas de sang et rien, est-ce qu'il est considéré comme un être humain ou non? S'il est considéré comme un être humain, alors de qui te permet de vérifier et de dire « toi, tu ne vas pas vivre, je te mets de côté ». C'est un meurtre? Ou je dirais que c'est un avortement ou un pré-avortement. Mais si on considère que c'est simplement, comme je vous ai dit, un grumeau de cellules, un amas de cellules, qui a un potentiel de devenir un être humain, mais qui pour l'instant n'est pas un être humain, alors pourquoi pas? Pourquoi pas ne le vérifier et éviter la naissance d'un enfant? Et lorsque cette question elle a été posée, par exemple, on est dans une bêta Knesset, mais bon, par exemple, au Vatican, la réponse a été que cet embryon, il est considéré comme un être humain. Que dès qu'il y a eu un début les cellules ont commencé à se développer, il a déjà le statut d'un être humain. Et donc il est interdit de vérifier, il est interdit de faire une sélection et de décider qui vivra et qui ne vivra pas. Et c'est pour ça que les catholiques interdisent les fécondations in vitro, ils interdisent le DPI. Et c'est pour ça qu'en Italie c'est interdit. Ok? Et en Pologne aussi, par exemple, qui est un pays très catholique, c'est interdit. La fécondation in vitro est interdite par les catholiques, mais en Italie, on fait des fécondations in vitro. Mais le DPI, non. Ok. Le diagnostic préimplantatoire, non. Alors, il y a certains pays où ils ont dit on ne va pas permettre par le pays, parce que c'est un problème éthique, mais si quelqu'un veut se le payer dans un hôpital privé, pourquoi pas? Mais qu'on ne mène pas le système du pays. Okay. Lorsqu'on est venu voir les rabbinim en Israël, on leur a posé la question, quel est le statut de cet embryon? C'est un être humain ou c'est pas un être humain? La réponse a été claire, c'est pas un être humain. Et donc on peut, sans aucun problème, quand il y a un besoin, vérifier cet embryon et décider
de transférer uniquement les embryons qui seront en bonne santé. La question, elle est comment les rabbins ont pris cette décision? Parce que au Vatican, le pape, il peut dire ce qu'il veut, personne n'osera dire « Amène-moi une preuve ». C'est écrit dans quel Gemara, dans quel Midrash. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Et un rabbin, quand il va dire « c'est moutard », tous les autres vont dire « pourquoi c'est moutard ?» C'est assourd. Et s'il dit c'est assourd, tous les autres rabbins vont dire pourquoi c'est assourd, c'est moutard. T'as une preuve, t'as une Gemara, t'as un Shulchan Aruch, t'as une tchouva d'un grand rave. Mais on n'a rien. Pourquoi on n'a rien? Parce que ça existe dans le monde 15 ans, 20 ans. Et c'est opérationnel que peut-être 10 ans. On n'a pas de Gemara qui parle d'embryon dans une éprouvette. C'était un concept impensable. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, et la jeune fille, là, elle ne se rappelle pas parce qu'elle est trop jeune. Mais quand vous vous rappelez que le premier bébé éprouvette qui est né en Angleterre, Louise Brown, et après en France, Amandine, quand c'était tous les journaux, c'est pas possible, et un débat éthique. Est-ce que on va fabriquer des embryons, des bébés dans des éprouvettes? Il y avait des photos dans tous les journaux de robots, etc. Le monde va être détruit, etc. Alors, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Comment est-ce qu'on peut, comment les rabbinim peuvent discuter d'un concept qui était impensable. Même pas, on ne pouvait même pas y penser il y a 2000 ans à l'époque de la Gemara. Oui, mais excusez-moi, la question est de savoir est-ce que c'est bien un être humain ou non un être humain. Oui. Mais moi, je sais et comment on vérifie? C'est quoi les critères? Je sais qu'une femme, à sa première grossesse, si Oui. elle fait une afala avant 40 jours, et qu'après elle retrouve enceinte et qu'elle a un garçon, on peut faire le Il a fait. Ok. Donc ça, ok. Donc déjà vous avez un début de réponse. C'est qu'on a dans le judaïsme une date qui est très décisive, qui s'appelle le 40e jour. Parce que la Gemara nous dit, c'est pas Stam le 40e jour. La Gemara nous donne deux réponses. Pourquoi le 40e jour? C'est au 40e jour, il prend une forme humaine. Et ça, on le sait aujourd'hui, quand on fait des échographies. On vérifie le développement de l'embryon. Autour des 40e jours, il prend une forme humaine. Au début, il ressemble à un petit tétard. Okay. Après, un petit ourson. Quand est-ce qu'il commence à recevoir il a des doigts, vers les 40 jours, 42, 43 jours. Et la Gemara nous dit, et je crois que c'est ça le plus décisif, c'est que la Neshama rentre dans le bébé au 40e jour.